Alors Jérôme Marty, celui dont je parlais à l'instant même, c'était vous qui étiez intervenu dans une petite vidéo qu'on appelle virale désormais vis-à-vis de cette question-là. Vous avez entendu la réponse de Michaël Herminger? Il ne répond pas à la question, quoi. Parce que je ne suis pas intervenu en plus sur l'AME, puisque lui nous parle des étrangers en situation irrégulière. Je rappelle que sur RTL, Marine Le Pen était intervenue en parlant des étrangers en situation régulière et cotisant, et elle avait bien insisté là-dessus, régulière et cotisant, avec la définition d'un délai de carence de 2 ans avant qu'ils ne puissent se soigner ou bénéficier des avantages du système public, et donc aussi de mettre leurs enfants à l'école, etc., ce qui est absolument inconcevable pour des médecins. Je réponds très vite, on parlait, vous l'avez dit très justement, du serment d'Hippocrate, mais on parle aussi des valeurs de la médecine, de l'éthique, de l'égalité, de la solidarité, et on parle tout simplement de la France, de ce qui fait la France, qui est un pays qui reste et qui doit rester profondément exemplaire. Et je dois avouer être relativement choqué quand j'entends des politiques qui me disent « mais après tout, ça se fait partout ». Ben oui, mais ce n'est pas parce que ça se fait partout que ça se fait en France, parce que c'est la France qui est l'exemple. Merci donc de cette petite addendum, pourrait-on dire, à la proposition à l'instant même de Michaël Herminger et de Marine Le Pen. Alors nous sommes encore avec Frédéric Bizard et également nous a rejoint donc Caroline Sandral. Alors Caroline Sandral, vous êtes présidente de l'association Collectif Patients Soignants Non à la loi santé. Vous n'êtes pas présidente. Ah, excusez-moi, j'étais persuadé que vous étiez présidente. Non, parce qu'il ne s'agit pas d'une association. Il n'y a que des présidents ici, donc c'est pour ça. C'est trop d'honneur. Donc, et je ne revendique pas le titre. Non, nous sommes un collectif qui est né spontanément sur les réseaux sociaux en 2015. Donc, il n'y a pas de président, il n'y a pas un président, un trésorier, un secrétaire, on n'a pas tout ça. Alors, donc, le thème de cette discussion, c'est la gouvernance du système de santé et de la protection sociale. On est en plein cœur, puisqu'effectivement, en tant que collectif de patients et de soignants, vous pensez effectivement que vous avez votre mot à dire justement sur cette gouvernance du système de santé, Caroline Sandral? Oui, parce qu'en effet, là, sous ce quinquennat, se sont votées des lois qui sont plutôt technocratiques, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte, qui ont été faites d'abord sans aucun professionnel de santé, ce qui est pour nous une aberration, un non-sens. Et automatiquement, il y a des répercussions pour nous sur les patients, qui pour autant, avons à l'égard de nos professionnels de santé une grande confiance. On a eu encore récemment un sondage concernant l'indice de confiance des patients pour leurs médecins généralistes, qui était à plus de 90%, et on voit que le sondage sur les partis politiques est à 11%. Donc vous comprenez bien que nous, ce que nous demandons, c'est que dorénavant, nous ne souhaitons pas donner carte blanche à des responsables politiques qui décident pour nous de notre santé, enfin du système de santé, du système de soins, etc. Il faut véritablement qu'il y ait une véritable démocratie sanitaire là-dessus, mais une vraie, pas une démocratie pipeau, pas dans le mot, dans le nom, une véritable démocratie. Et où là, ce soit tous les acteurs de santé qui soient réunis, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à quelque chose qui tienne la route. Mais vous voyez bien que la question, c'est d'élire des représentants. Les représentants eux-mêmes débattent entre eux. En tout cas, c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et donc, vous nous avez bien dit, c'est un collectif qui s'est créé sur le net. Oui. Donc, on voit bien que se fracasse sur la verticale de la représentation la question de l'horizontalité d'autres pratiques qui sont des pratiques effectivement de gens qui se rencontrent et qui débattent, et Jérôme Marty l'a lancé tout à l'heure à propos de son interpellation à Marine Le Pen, qui débattent par l'intermédiaire du net. Comment faire coïncider les deux? Ça, je ne sais pas trop au niveau de l'organisation. Ce que je sais, c'est que grâce à Internet, c'est finalement un outil précieux. Il y a de tout sur Internet. Il faut quand même trier les lentilles. On le sait, oui. C'est malheureux, mais il y a de tout. Mais oui, il y a de tout. Bon, mais donc là, notre chance, si vous voulez, c'est un collectif qui réunit à la fois les patients et les soignants. Donc on a affaire à des professionnels qui connaissent le sujet, qui connaissent les patients, qui ont la connaissance, l'expérience du terrain. Et donc nous avons énormément appris grâce à ces gens-là. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que si nous n'avions pas été informés par exemple par le mouvement de l'UFML ou par la DPM,
Notre collectif n'aurait jamais existé. Parce que moi, j'aurais rien compris. Hein. Je serais comme la plupart des Français qui ne se rendent pas bien compte de ce qui s'est passé là pendant ces 5 ans. Oui, Jérôme Marty, justement, vous représentez l'UFML. Vous êtes président, hein, je ne me suis pas trompé. Oui, hein, oui. C'est bon, ça va. Donc, et justement, cette Union française pour une médecine libre est intervenue juste dans ce débat de l'architecture, pourrait-on dire, de cette question du système de santé tel qu'il est en France. Ouais, c'est crucial, la gouvernance. C'est crucial parce qu'on est devant et on vit une crise sanitaire et on est au-devant d'une crise sanitaire majeure. Et ce n'est pas arrivé tout seul. Ce n'est pas arrivé tout seul, c'est arrivé au bout de 20 à 30 ans de gouvernance uniquement administrative. Des erreurs ont été faites et si on garde la même gouvernance, il n'y a aucun problème. Les mêmes hommes, les mêmes systèmes produiront les mêmes effets. Et on n'a plus le temps. Je vous rappelle que la médecine est une profession vieillissante. Je vous rappelle que les déserts médicaux aujourd'hui, c'est partout, qu'il n'y a globalement pas un territoire, en ville aussi, bien sûr, oui, on oublie dans les centres-villes, dans les banlieues, dans la ruralité, dans les villes moyennes. Il n'y a pas un endroit du territoire qui n'est pas touché. Le tropisme médical, comme les hommes politiques s'amusent à parler encore en disant il y a beaucoup de médecins là où il y a du soleil, il y en a peu là où il n'y en a pas. Ça, c'était valable il y a 20 ans, c'est plus valable aujourd'hui. Toulouse, je donne toujours celui-là cette ville comme exemple, qui est une ville relativement attractive, a 66% de ses médecins en moins de 10 ans de la retraite et moins de 9% de ses médecins qui ont moins de 40 ans. Ce qui veut dire que Toulouse sera un désert médical dans les 10 ans qui viennent. On n'est pas arrivé à cette situation sans une gouvernance qui était en dépit du bon sens. L'hôpital public a 30% de ses postes de PH vacants, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché par ce défaut de gouvernance. Ça n'est pas simplement la médecine libérale, non, c'est tous les secteurs de la médecine et c'est tous les métiers de la médecine. L'espérance de vie professionnelle d'une infirmière dans le secteur public, aujourd'hui, c'est 8 ans. C'était plus de 15 ans il y a 10 ans. On a perdu 7 ans en l'espace de 15 ans. 8 ans alors qu'elles ont la garantie de l'emploi. Et quand on leur demande pourquoi elles s'en vont ou pourquoi elles veulent partir, elles disent « mais parce qu'on veut soigner ». Parce qu'elles font tellement de procédures, de protocoles et d'administration qu'elles ne soignent plus. La problématique de la gouvernance aujourd'hui, c'est qu'on a écarté de la gouvernance les 2 pôles qui doivent gouverner à égalité avec l'administration, que sont les soignants et les patients. On doit réintégrer dans la gouvernance les soignants et les patients avec un droit d'opposition. C'est-à-dire que le système va tellement mal... Un droit d'opposition, oui, ça va très loin et ça demande un vrai courage politique. Mais le système va tellement mal que si on ne met pas au même niveau ceux qui vivent le soin, c'est-à-dire les patients, et ceux qui font le soin, que sont les médecins et les soignants, on n'arrivera pas à sauver le système. Ça va demander des sacrifices importants, ça va demander un vrai pas de l'un vers l'autre, mais si on continue à donner tous les pouvoirs à une administration qui ne sait pas ce qu'est le soin, et qui raisonne, et j'en terminerai par là, et qui raisonne avec un raisonnement uniquement économique où le collectif prime sur l'individuel, alors même qu'en médecine, l'individuel prime sur le collectif, à ce moment-là, on continuera à aller de carabancilla et de catastrophe en catastrophe. Frédéric Bizard, qu'est-ce que vous entendez dans les 2 interpellations très fermes de Caroline Sandral et de Jérôme Marty sur le système de gouvernance du système de santé français? Bon, en fait, c'est d'abord un sujet éminemment politique et je pense que les 5 candidats représentants qui vont passer là ne vont pas en parler. C'est pour montrer comme quoi on est vraiment à côté du débat essentiel en santé. La gouvernance, c'est le choix de qui fait quoi, qui décide de quoi. Le précédent candidat représentant a dit de temps en temps on est étatiste, de temps en temps on est libéral. Non. Il y a un choix. En matière de protection sociale, vous avez, et en matière de santé en particulier, vous avez 3 modèles à peu près. Vous avez le modèle étatiste, qui est le modèle anglais pour la santé par exemple, où donc vous nationalisez le système, comme notre système d'éducation nationale, même s'il y a un système privé. Et donc vous avez un État, vous avez fiscalisé les recettes, et vous avez un État qui décide de l'ensemble de l'organisation des soins avec des médecins qui sont principalement des médecins du secteur public. C'est ce que souhaite M. Mélenchon, et c'est là où va M. Hamon sans oser franchir le pas de quitter notre modèle français. On en discutera avec lui. Et puis vous avez le modèle français qui vient d'être évoqué, qui est en fait un modèle avec une gouvernance bicéphale,
avec un État qui est censé, qui ne le fait pas malheureusement, définir une stratégie nationale de santé qui est responsable de la sécurité de la santé publique. Là aussi, on n'a pas de politique de santé publique, mais enfin, qui a ce rôle-là, mais qui n'intervient pas dans l'organisation des soins, parce que cette organisation, elle est donnée par délégation de service public, qui est une invention à la française des années 30, on l'a fait dans d'autres secteurs, mais qui est donnée au secteur privé, mais qui peut être un secteur privé parfaitement solidaire, qu'on appelle la sécurité sociale. D'accord ? Et ça, c'est le deuxième, c'est un modèle français. Je pense il n'est pas arrivé là par hasard. C'est que c'est le seul modèle qui permet de décliner le triptyque républicain de liberté, d'égalité et de solidarité. Donc il faut le garder. Ah mais si vous voulez conserver... Je rappelle qu'on est le seul système à donner autant d'importance à la liberté. Les Anglais ne s'occupent pas de la liberté des gens. Vous n'avez pas de liberté dans le système, mais ce n'est pas leur préoccupation, parce que c'est un modèle utilitariste. Le modèle français place la liberté au cœur du système. Si vous voulez conserver un modèle où vous avez la liberté des soignants... Donc liberté égale paritarisme, égale discussion... Non, alors voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on le conserve ? Il faut évidemment le réformer, puisque à qui est-ce qu'on a confié cette délégation de service public ? Principalement aux syndicats, parce que c'était les actifs qui finançaient le système en 1945. Tout ça a considérablement évolué. C'est un système où maintenant ce sont les citoyens, ce n'est pas simplement les actifs qui financent de plus en plus le système et qui sont responsables. Donc il faut réinventer une démocratie sanitaire avec des nouvelles instances représentatives. On en a ici dans les patients, mais il faut des instances représentatives des citoyens en général. Il faut en effet que les soignants aujourd'hui aient une voix au chapitre, puisque si on veut délocaliser cette gestion-là, comment voulez-vous gérer l'organisation des soins ? Il faut savoir qu'aujourd'hui on gère l'organisation des soins sans les soignants. C'est original ce truc. Et on a étendu le rôle des ARS, maintenant qui ont un droit, des agences régionales de santé, qui ont un droit au chapitre dans l'organisation des soins en ville, sans y impliquer les soignants, et on prétend qu'on veut conserver un exercice libéral. Bon, donc c'est ça qu'il faut repenser. On fait un certain nombre de propositions là-dessus. On peut donner un droit d'opposition aux soignants à partir du moment où on fixe des règles du jeu, où il faut que tout le monde ait un accès à des soins de même qualité. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est liberté et responsabilité. Juste pour finir ma démonstration du troisième modèle, qui est le modèle un peu américain, où vous avez en fait une certaine étatisation de la santé publique, un modèle de santé publique qui est plutôt bon d'ailleurs, mais par contre vous laissez la gouvernance des soins individuels au secteur privé, c'est-à-dire aux assurances privées, avec toutes les conséquences qu'on a, ce qu'on a fait avec la loi Leroux d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, en partie pour les petits soins, mais bon, pas choquer un certain nombre de gens qui se disent très, très, très soucieux de la solidarité, mais enfin, c'est casser la solidarité. Voilà, donc vous avez ces trois modèles-là, ça, les politiques devraient en parler. Il faudra leur poser la question, c'est quel est pour vous le rôle de l'État, quel est pour vous le rôle de la sécurité sociale, qui est le pivot de cette démocratie sanitaire. Caroline Sandral, je donnerai la parole pour terminer aussi à Jérôme Marty, mais comment un citoyen ou une citoyenne comme vous, qui n'êtes pas dans le milieu médical, découvre-t-il ces questions? Vous nous l'avez expliqué, on m'a alerté, etc., etc. Mais surtout, comprend-il sa place dans cet organigramme, d'une certaine façon? C'est-à-dire, en gros, on a l'impression que quand on y travaille, que c'est assez compliqué d'y entrer dans ce système, de le comprendre, d'imaginer des solutions, comme celles qui viennent d'être proposées par Frédéric Bizard, par exemple. Comment on fait quand on n'y connaît rien et qu'on est, d'une certaine façon, on part d'un niveau relativement modeste de connaissance du système de santé? Plus que modeste, oui. Il était même à un niveau zéro. Oui, enfin, j'ai pas voulu le dire pour pas vous choquer, mais voilà. Il était au niveau zéro. C'est justement, en effet, à travers notre collectif, grâce, comme je vous disais, à la connaissance, à l'expérience donc de nos soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers. Nous, dans notre collectif, il y a aussi les infirmiers, les kinés, il y a même des dentistes, etc., qui nous ont rejoints là même récemment. On a beaucoup appris grâce à eux, parce que vraiment, on ignorait même plein de choses. Vous voyez, on ignorait même quelle était l'origine des déserts médicaux. On ne savait pas qu'en fait, ça avait été une volonté politique prise il y a 20 ans par un énarque, dont je ne dirai pas le nom, un énarque qui a décrété qu'il y avait trop de médecins. Il ne doit pas être tout seul tout de même. Enfin bon. Je ne dirais pas le nom, non. Non, il ne doit pas être tout seul. Non, il ne doit pas être tout seul. Alors, un comité d'énarques, alors allons-y, qui a décrété il y a 20 ans qu'il y avait trop de médecins installés en France. Il y a 2 décennies, c'est rien. C'est rien. Et donc, il a mis quand même en place un mécanisme terrible qui s'appelle le MICA,
Mika, je ne parle pas du chanteur, hein, je parle bien... Ouais, on a bien compris. On n'est pas dans The Voice, hein, c'est plutôt The Technocratic Voice. Et donc là, il donnait quand même de très fortes sommes d'argent pour que les médecins puissent prendre leur retraite anticipée dès 58 ans, alors que la retraite était à 65, sans prendre de successeur derrière, sinon ça n'avait pas d'intérêt. Et donc, en fait, il y a comme ça énormément de patients qui sont, de médecins qui sont partis, qui ont pris leur retraite, et qui n'ont jamais été remplacés. Entre autres, en premier, qui a été touché, les médecins de campagne n'ont pas été remplacés, et les professions difficiles. Voilà. C'est vrai que je ne raconte pas d'histoire. J'ai raconté ça, j'ai appris ça par l'intermédiaire du collectif, j'aurais jamais su. Donc, si vous voulez donner tant de responsabilités à des technocrates qui ne sont même pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez, qui ne sont pas visionnaires, qui ne voient pas ce que ça va donner, et au final, pour nous... Le couplet sur les technocrates, ça marche toujours. Oui, non, mais c'est pourtant vrai. Donc, je ne suis pas contre la technocratie. Il en faut, c'est évident. Mais il ne faut pas leur donner comme ça carte blanche. C'est dangereux. Ils sont dangereux, ces gens-là. Donc, non, mais... Allez-y, Jérôme Marty, pour terminer, parce qu'il va falloir accélérer le mouvement. Allez-y. Allez-y, quelle est votre question ? Je ne sais pas sur ce qui vient d'être dit, sur cette question justement de comment on avertit les patients de comment fonctionne. Comment on avertit les patients ? Pour nous, c'est assez simple, parce que je rappelle qu'on voit 4 fois la population française dans nos cabinets chaque année. Donc vous voulez dire que dans le colloque singulier, on fait passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais dire, moi, pour conclure, parce que je n'ai pas remercié Jean-Louis Spam de m'avoir invité, je n'ai pas remercié les petites mutuelles aussi d'être là. Ça me paraît très important. Pourquoi ? Parce que ce qui fait l'essence même de votre existence, ce qui fait votre différence, c'est que vous avez su garder l'esprit mutualiste, et que l'esprit mutualiste est basé sur 3 choses. Il est basé en plus de la solidarité, il est basé sur la liberté, il est basé sur l'indépendance, et il est basé sur l'éthique. Au fond, ce qui fonde même un grand pays, ce qui fait un grand pays, et ce qui fait aussi les soignants. Liberté, pourquoi ? Parce que, très simplement, de par votre taille, liberté et indépendance, vous êtes libre, consubstantiellement libre, parce qu'on ne peut pas agir sur vous. On ne peut pas agir sur vous. Et éthique, vous l'avez montré, dans la façon dont vous vous êtes levé contre l'ANI, contre les réseaux de soins, c'était beaucoup plus facile d'y aller et de les défendre. À la place de ça, vous vous êtes levé contre ça, parce que précisément, vous voulez garder ce qui fait votre existence, qui est cette fameuse liberté et indépendance. Donc en ça, vous êtes proche des gens, comme peuvent l'être les soignants, et vous êtes les symboles mêmes de ce qui fait la France. Merci beaucoup, Jérôme Marty. Merci à vous, Caroline Sandral et Frédéric Bizat.